Là-bas, c'est la France. Et moi, je suis en Suisse. C'est une vidéo un peu particulière et spéciale que je suis en train de faire là. Je suis ici pour parler jeux de société. Eh oui, j'aurais pu commencer cette vidéo par chers internautateurs et chères internautatrices. Mais je ne travaille plus pour TicTrac, donc je ne le ferai pas. Je suis ici parce que de bons vieux camarades de ma vie d'avant m'ont expliqué qu'ils se lançaient dans un presque nouveau projet. Et comme ce sont des gens extrêmement intéressants, toujours plein d'idées merveilleuses, et avec qui j'ai passé d'excellents moments, quand ils m'ont proposé de les accompagner pour faire un peu de promotion et de com de leur jeu, j'ai dit oui, je ne pouvais pas refuser. Donc me voici en Suisse, au bord du lac Léman, pour parler d'un jeu qui va bientôt sortir, chez un éditeur bien connu, qui opère une espèce de, pas de revirement, mais de transformation dans sa manière de procéder. Il s'agit de l'éditeur Monolith, qui jusque-là faisait du crowdfunding, c'est-à-dire du financement par la foule. Il utilisait des plateformes comme Kickstarter pour financer des jeux, et les voilà qui ont décidé de faire maintenant du retail, c'est-à-dire de vendre leurs jeux en boutique. Si je suis venu, c'est parce que Monolith, c'est Marc Nunes, Fred Henry, deux personnes que j'apprécie grandement. Et aussi parce que ce premier jeu est un jeu de, entre autres, Sébastien Pochon, quelqu'un que j'apprécie aussi énormément. Alors cette fois-ci, ce jeu, Seb n'a pas travaillé seul, ils étaient 3. Grégoire Larget, alias le lard de l'Artinchon. Franck Ritin, mathématicien de formation, je fais des jeux depuis un peu plus qu'une dizaine d'années. Sébastien Pochon, et je suis auteur de jeux et éditeur de jeux, les deux casquettes. Il se trouve qu'on est sur ma terrasse, ouais. Tower Up, c'est un jeu de placement où on va construire des petits bâtiments. Chacun va faire les bâtiments les plus grands possibles et essayer de les placer le plus intelligemment possible. C'est un jeu à la règle assez simple, avec vraiment un pitch tout simple de règles. À mon tour de jeu, soit je prends des éléments de construction, soit je construis, avec une petite contrainte par rapport à la couleur de ce qu'on peut construire. Par contre, la complexité du jeu vient de l'interaction qu'on a avec les autres et puis justement le fait que la map, la carte va évoluer au cours de la partie, ça va se déplacer, ça va construire, ça va se bouger en 2D sur la map, puis en 3D en hauteur, ce qui fait tout le sel et l'interaction dans le jeu. On est aux limites du jeu abstrait, mais dans un premier temps, on peut jouer un peu pépère, et puis après, on peut commencer à s'intéresser à ce que font les autres. C'est un jeu assez simple, mais qui a plus de profondeur que ce qu'on pourrait imaginer. C'est un jeu un peu tordu, mais bougrement malin. C'est de 2 à 4, et je dirais 8 plus. Ça reste assez simple, j'ai joué avec des enfants plus jeunes. À nouveau, le jeu est très simple d'accès, c'est vraiment très facile à jouer chaque tour. Après, pour affiner un petit peu la stratégie, c'est là que le sel arrive. Grand public, oui, parce que tu peux jouer facilement. Peut-être que tu gagnes pas facilement, mais le jeu est vraiment simple. Je fais ça ou ça, je prends une carte, je prends un machin, et puis c'est simple. Après, c'est un peu plus subtil si vraiment tu veux optimiser, coincer les autres, etc. En fait. Ah bah, je sais pas, demande aux matheux. Le théorème vient d'un matheux célèbre. Nous, on a un matheux moins célèbre dans l'équipe, mais c'est lui qui a mis ça sur la table et puis on s'est dit comment on pourrait réussir à en faire quelque chose de sympa. Je ne suis pas le mathématicien célèbre, j'ai effectivement étudié les maths assez longtemps. J'ai fait une thèse, un doctorat en mathématiques. Et puis c'est vrai que de temps en temps, on s'inspire de théorèmes de mathématiques comme étincelle initiale pour essayer de découvrir des mécanismes de jeu, pour essayer de découvrir des choses qui font que ce soit ludique. Et là, typiquement, c'est vrai que je me suis intéressé à un théorème qui est très vieux, qui a été conjecturé dans les années 1800 et quelques, qui s'appelle le théorème des 4 couleurs. C'est, je crois, un théorème qui dit que quelle que soit la façon dont tu subdivises un paysage ou un planisphère, enfin une map, tu peux toujours la colorier avec 4 couleurs de manière à ce que 2 couleurs ne se touchent pas. Je crois que c'est le minimum de couleurs dont tu as besoin pour qu'il n'y ait jamais 2 couleurs qui se touchent. Et on est vraiment parti de ça et pendant longtemps ça nous a trotté dans la tête comment on peut faire un jeu. Et on arrive à cette contrainte, on ne peut jamais placer deux bâtiments de la même couleur adjacents. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a construit le jeu. C'est un théorème mathématique, mais pendant que tu joues, tu ne fais pas de maths du tout. Tu n'as pas besoin de faire ni d'addition, subtraction, de division, de multiplication, que sais-je. C'est vraiment le fait de pouvoir construire avec la contrainte de jamais 2 couleurs qui sont côte à côte. Puis ça a été le tout premier nucléus qui a donné plein de variations de machin et qui a fini par arriver à ça. Donc évidemment, quand tu joues, tu sens pas les maths. Il n'y a pas du tout de côté mathématique. En fait. C'est juste une règle qui se trouve être issue d'un théorème mathématique. En fait, on ne s'en rend pas compte en jouant, quoi. L'étincelle de départ, l'idée qui vient effectivement de ce théorème, elle est vraiment tout au départ du jeu. Ensuite, il y a tout un processus qui fait qu'on affine, qu'on cherche des idées en se disant mais tiens, il y a quelque chose. On a ce développement un petit peu organique sur la map qui est assez intéressant, qu'on ressent dans le jeu. Maintenant, pendant le jeu, le joueur, ou chacun des joueurs autour de la table, le théorème de maths, il a disparu. Par passion. Joueur depuis une quinzaine d'années, on a beaucoup joué à Blood Bowl et on trouvait ça un peu long et puis on s'est dit est-ce qu'on raccourcirait?
Et de fil en aiguille, on est tombé sur Franck, sur Seb, et puis le plaisir de se voir, le plaisir de créer. Et voilà, dans un milieu passionnant. L'Artinchon, comme on s'appelle avec Greg et Seb, les points de départ des jeux, il y en a eu plein. Ça peut être une thématique, ça peut être une mécanique. Souvent, on part un petit peu de la mécanique. Là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est une mécanique de base, celle que je viens de décrire avec ce théorème. Puis ensuite, on se dit, tiens, il y a quelque chose, c'est assez intéressant. Ça se développe sur la map et en même temps, on se développe en hauteur. C'était il y a 10 ans, je crois. On a fait un premier développement, puis celui-là. Je ne sais plus comment ça a été. D'abord, j'ai donné mon avis, puis à force de donner mon avis, j'ai été invité sur le projet. Et puis après, on a... Comme d'habitude, tu fais des machins, ça bouge un peu, et puis c'est devenu quelque chose. Puis après, on a simplifié. Très vite, après, on va le faire tester à d'autres. On ne fait pas que entre nous, évidemment. Très vite, on ouvre, on fait jouer nos amis, on fait jouer la famille. Puis là, on voit tout de suite s'il y a la même étincelle, s'il y a le même plaisir. Puis s'il y a ce même plaisir, en général, on se dit, tiens, on a quelque chose. Et puis alors là, on commence à travailler très très sérieusement pour essayer de l'amener à un produit qui puisse plaire à un grand nombre. La difficulté, c'est effectivement en fonction des thématiques, en fonction des mécaniques, on va toucher à certains publics. Il y a des jeux qui sont très très spécifiques, qui sont très gamers, il y a des jeux qui sont très très simples, qui sont très familiaux, même si j'aime pas tellement ce raccourci. Là sur Tower Up, c'est vrai qu'on a quelque chose qui est un petit peu au milieu, c'est du placement, on doit placer des choses, on doit regarder une map un petit peu old style, un petit peu dur comme ça, mais malgré ça, la simplicité des règles fait que ça reste très très abordable et c'est assez intéressant d'avoir pu faire un jeu de placement familial. Ça, c'est vrai que c'est un grand plaisir. Puis les gens qui jouent, manifestement, tous les tests qu'on a fait, on a eu quand même vraiment beaucoup de très bons feedbacks. L'Artinchon, Greg Larget, Franck Critin, Seb Pochon. On a commis peut-être 7-8 jeux ensemble. Et ça fait bien une petite quinzaine d'années qu'on rôde dans le milieu. Pour moi, alors là on revient sur le côté un petit peu personnel, je parlerai après des trois, moi c'est le plaisir de jouer. Moi ce qui m'amuse dans la vie, c'est vraiment ce côté ludique, c'est de jouer pour moi et puis évidemment en tant qu'auteur, de faire jouer les gens. Moi j'imaginerais pas être seul. Donc après être trois, il y a un moment où on peut toujours trancher. Si on est deux, je me dis toujours que voilà, les conflits ne seront pas résolus. Là on fait toujours un peu un consensus un peu à la Suisse et ça marche vraiment bien, quoi. C'est vrai qu'on s'est assez bien trouvé parce que les trois, on va se voir, on va faire des soirées, on se dit ah tiens il y a ça, il y a un théorème, j'ai vu un truc assez cool, là il y a un thème cool. Puis on va dégrossir, puis gentiment arriver à quelque chose en se disant tiens là on a un truc marrant. Puis on va jouer, on va faire des protos et pour ce jeu-là en particulier, on a des dizaines, voire peut-être même plus, des centaines de protos où on a essayé différentes choses, ça ne marche pas, on revient. Et puis on essaye vraiment d'aller chercher ce plaisir ludique. Et le but, c'est que nous, on s'éclate à le construire. Puis à un moment, on se dit, mais là, il y a un truc, c'est super rigolo et on va enquiller 30 parties d'un proto en se disant, mais on en fait vite encore une. Puis c'est 2h le matin, puis on se dit, oula, mais il va falloir qu'on aille se coucher. Je crois que le plaisir ludique, c'est d'abord nous de créer et puis ensuite de pouvoir le partager. D'abord, je suis curieux. Que tu me montres un machin, je suis curieux. Et je suis curieux de savoir s'il y a un potentiel ludique. Tu me dis, on fait un machin, je regarde, je dis, ah, on dirait que c'est rigolo. Puis, alors, si tu me demandes mon avis, je te donne mon avis. Maintenant, si c'est pour travailler ensemble, admettons, ah ouais, c'est cool, on peut. Est-ce qu'il y a un potentiel? Puis tu dis, oui, il y a un potentiel, peut-être, oui, on pourrait faire un jeu. Tu fais des premières parties. Puis après, c'est. Rien, tu cherches à ce que le jeu soit plaisant, mais selon tes critères. Donc là, moi, je fais jamais des jeux extrêmement lourds, je fais jamais des jeux pour enfants. Donc c'est un peu des jeux entre deux. J'aime bien quand il n'y a pas inutilement trop de règles. S'il doit y en avoir, il y en a, mais là, c'était un truc assez simple. Donc on a cherché presque l'épure, j'allais dire, on a cherché l'épure, mais c'est pas tant qu'on l'a cherché qu'elle s'est un peu imposée. Parce que c'est un jeu simple qui mérite de rester simple. Parce qu'on pourrait commencer à mettre des enchères, on pourrait mettre des prix aux choses, du pognon, enfin, on peut toujours le gonfler, le jeu. On pourrait presque plus le réduire probablement, parce qu'on est déjà très short. Mais en tout cas, les projets qu'on a eu les trois, souvent on se dit, mais comment on peut couper l'inutile? Mais ça, après, en tant que designer, tu te dis presque toujours, comment tu peux couper l'inutile en gardant ce qui fait que le jeu te semble intéressant. Si tu peux enlever toutes les scories, autant le faire. Et puis voilà. Puis après, c'est au niveau de l'éditorial, tu fais la même chose. Tu enlèves un peu ce qui te semble plus superflu, puis tu essaies de fluidifier tout. Voilà. Moi, je cherche le jeu où j'ai du plaisir à jouer, qui m'intéresse, où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de downtime, ou que j'ai pas l'impression qu'il y a je sais pas, un truc qui m'interpelle, qui m'intéresse en fait. J'ai pas d'agenda politique ou je suis pas tellement un narrateur, donc je suis nul en histoire, je suis nul en géographie, j'ai pas tellement à faire partager la guerre des roses, c'est tellement génial, il faut qu'on fasse un truc.
Donc j'ai pas ça, c'est souvent la mécanique qui m'intéresse, qui m'interpelle et que j'ai envie de régler pour que ça fasse un jeu en fait. On est suisse, on parle doucement, on réfléchit tranquillement et on prend le temps qu'il faut pour sortir les jeux. Je pense qu'on peut dire qu'on est des bons potes et puis on a cette petite alchimie à trois où on est chacun complémentaire. Seb bien pointilleux, Franck créatif et moi qui essaye d'arrondir les angles là au milieu. Ouais. Après, que ce soit le thème ou la mécanique qui drive, c'est un détail. Et en fonction du jeu, il y en a un qui va prendre la préférence sur l'autre. Là, typiquement pour Tower Up, on est parti entre guillemets de la mécanique, mais assez vite le thème s'est imposé parce que c'est tellement quelque chose d'organique de construire quelque chose qui monte qu'on est arrivé sur effectivement des architectes qui vont un peu se tirer la bourre pour attraper les meilleurs endroits dans les quartiers, ce qui était tout à fait naturel. Le vrai plaisir, je crois que c'est de trouver les solutions. Pour moi. Hein. Ouais, je ne saurais pas faire des gros jeux, donc je me concentre sur des petits jeux un peu malins. Et puis c'est vraiment un peu le comment on débloque les choses pour en faire quelque chose de ludique qui plaise et qui crée quelque chose autour de la table. Mais il n'y a pas de velléité, c'est pas un objectif de succès, c'est pas commercial comme démarche. C'est juste voilà, trouver le truc malin, quoi. Et là, vraiment, c'est un peu l'extase. Et je trouve que le monde du jeu, la création ludique, elle permet vraiment ça. À l'époque, avec Malcolm, avec qui on avait fondé Gameworks, notre boîte de jeux, d'édition, c'est Malcolm qui avait fait, parce que lui, il est jazzman, et puis il fait beaucoup d'impro, voire que de l'impro. Donc en jazz, un accord, c'est ça, mais tu fais des renversements, il y a 1000 façons de faire un accord. Et on était arrivé, et c'est lui qui avait dit ça, c'est la même chose autrement. Et j'adore la même chose autrement. C'est que comme tu peux faire un accord comme ci, tu peux le faire comme ça, il se passe un truc. Autant là, des fois, tu dis, mais en fait, le premier qui va là-bas, c'est comme de dire le premier qui a 12 points, mais c'est comme de dire c'est qui relie ce point à ce point. Enfin, c'est la même chose, mais autrement. Et puis des fois, ce même chose autrement donne une impression toute différente, qui est plus juste, pour le plaisir, c'est un peu subjectif, hein. Et j'adore trouver ces moments, enfin ces trucs, c'est même pas une solution parce que c'est peut-être subjectif, mais de dire ah mais là, en changeant ça, en fait on a le même plaisir mais c'est plus simple, c'est plus immédiat, ou ça marche mieux, ou ça donne l'impression de. Donc c'est cette recherche comme ça en fait. Comme je te disais, je bosse sur l'innovation. Des fois c'est des gros projets de 6-9 mois où il faut plein de partenaires, on a plein de monde autour de la table. Là, à 2-3, on peut tout d'un coup trouver un peu le truc magique qui déclenche. Et là, je pense que voilà, ce qui est plaisant, c'est qu'au final, il y a une simplicité qui se dégage du jeu, mais qu'il y a des heures de travail derrière pour rendre la chose simple et un peu smooth. Et du coup, voilà, le plaisir pour moi, il est là au final. Ouais. Après, c'est génial de voir des gens qui jouent. Pour ça, Internet est super parce qu'avec des sites où tu vois des gens qui jouent au fin fond de je sais pas où, et puis dans des pays un peu lointains, et où tu n'as jamais mis les pieds, tu vois des gens qui tout à coup jouent à ton jeu, ça c'est génial. Mais moi, l'activité, le plaisir, c'est de trouver des solutions, de réussir à, je sais pas, tu pioches 3 fois pour faire un machin, mais tu te rends compte qu'en fait, en piochant une seule fois, c'est ces raccourcis qui gardent la substantifique moelle, qui enlèvent les superflus, tu fais du 2 pour 1 et du coup ça résout l'autre problème. C'est cette recherche en fait. Quand on commence le processus de création, il n'y a pas du tout cet aspect-là. On cherche vraiment le côté ludique, on cherche à faire quelque chose qui plaise, qui soit plaisant à jouer, qu'on ait envie de rejouer, qu'on ait envie de partager. Après, d'une fois qu'on a le jeu, typiquement pour celui-là, on arrive sur un jeu de placement familial très simple, très tactique, assez intéressant. On se dit tiens, il faudrait quand même qu'on trouve un éditeur qui ait les reins assez solides parce que là, il y a vraiment de quoi toucher un gros public. Éventuellement, d'aller sur des prix, ça pourrait être des types de jeux qui fonctionneraient bien. Seb, dinosaure de l'équipe, connaissait un peu du monde. On a rencontré Marc. Et au détour d'une terrasse à Cannes, on lui a présenté le jeu et il était séduit. Et puis voilà, c'est le premier jeu de Monolith, donc on est super content de faire ce premier jeu retail pour eux. Mais un peu au hasard des rencontres et du réseau de Seb notamment. Au final, je me demande si c'est pas l'édition qui m'intéresse le plus au final. Ouais. C'est-à-dire que, en étant auteur, sans doute. Si j'étais pas du tout auteur, peut-être que je m'en foutrais d'éditer. Mais j'aime bien éditer parce qu'une fois que tu te dis que le jeu est bon ou que ça marche, tu dis bon maintenant, comment est-ce qu'on peut faire? Et là, ça recommence. Dans les protos, on voit qu'il y a des endroits où c'est des trucs avec des routes. Après, on voit que c'est des patates qui se touchent. Mais en fait, c'est la même chose, vu que c'est 2 segments qui se touchent. Mais le visuel, tu le perçois autrement. Et puis, dans la règle, tu peux changer le matos, changer la façon dont ça s'emboîte. Est-ce que c'est en hauteur? Est-ce que c'est en largeur? Puis tout ça, ça me gratte. Et puis, j'ai une satisfaction à trouver ce que je pense être une solution, on va dire. On a présenté le jeu, il y a eu un coup de cœur assez rapide. Ils nous ont expliqué ce qu'ils voulaient faire avec Monolith, du côté retail. Ça pourrait être le premier jeu, ça l'est devenu. Du coup, pour nous, c'est très intéressant parce qu'on a une adhésion un petit peu de l'éditeur à
la vue qu'on avait entre guillemets en amont de ce jeu, donc on était super contents. Et puis là, a posteriori, aujourd'hui que le jeu arrive gentiment sur les étals, on est très très content du résultat. On aime autant que ça marche, blabli, rémunération. Si les gens trouvent que tu es un génie, tant mieux. Enfin, on ne fait pas ça que pour la beauté de l'exercice dans la tête. Mais au moment où tu fais, où on fait, le plaisir de ce moment-là, pour moi, c'est ces solutions improbables. Mais si on empile à l'envers, on se rend compte qu'en fait, il y a la place. Incroyable. Alors que ça fait 10 000 parties que tu empiles comme ça, puis tu dis ouais, ça marche, mais tu sens bien que ça gratte un peu. Et des fois, c'est à la rédaction de la règle. Tu vois des trucs, puis d'un coup, tu as une sorte de gros pavé. Tu dis c'est curieux pour cette petite règle, comme il faut faire ça, mais en fait, si on dit à un moment donné, on se rend compte qu'en fait, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus d'or. Toujours. Mais on ne fait pas le premier qui a 12 or. Ah ouais, puis tu joues, puis tout est la même chose. Puis ça, tu fais, ah, c'est incroyable. Puis ça, là, tu as une satisfaction. Moi, là, ton cerveau, il a la dopamine et il est content. Ouais, ça j'adore. Ouais. Ça me plaît bien. Ouais. Avec Monolith, c'est un truc qui était super cool, c'est que c'est un jeune éditeur avec un board of directors un peu prometteur, je dirais. On a eu des jeux où on a été un petit peu déçus de la vitesse de développement du côté éditeur, ça va vite, on en a un autre, il passe. Et puis leur motivation à s'engager sur un jeu précis, c'était vraiment une aubaine. On sait que d'autres éditeurs, il n'y en a pas beaucoup qui font plein de jeux, mais quand même, il y a une masse de jeux, on est souvent noyé. Pour nous, là, c'est une aubaine vraiment top. Ouais. Maintenant, à nouveau, quand on crée un jeu, c'est vrai que nous, on crée d'abord pour faire un jeu qui soit amusant. Après, où il va se placer, chez quel type d'éditeur, pour quel type de public, ça vient un petit peu dans un deuxième temps. Frédéric Henry, je suis l'actionnaire majoritaire. Non, on recommence tout. Oui. Je suis fondateur de Monolith. Voilà. J'ai fait pas mal de trucs. J'ai commencé par un jeu qui s'appelle Red Hot Chili Dragon. Je suis très connu pour Red Hot Chili Dragon et surtout pour Crazy Mix. Chloé, je travaille chez Monolith depuis 1 an et demi. Je suis responsable éditoriale. Je m'occupe de toute la partie des jeux familiaux et qui sont vendus directement en boutique. Donc ce que nous on appelle les jeux retail chez nous. Là, j'ai fait le développement du jeu avec Chloé, mais je ne suis pas exactement éditeur. Enfin, j'ai fait le travail de l'édition, mais c'est pas moi qui ai le final cut. Déjà parce que financièrement, c'est pas moi qui prends le risque. Puis après, il y a des endroits où je disais, moi je ferais comme ça, mais enfin c'est mon goût. Peut-être que vous avez une autre envie pour votre boîte. Donc je suis éditeur presque, mais pas tout à fait. Quelque part un petit peu plus en retrait que quand c'est ton jeu à toi, tu fais tout comme tu veux. Je suis chef d'orchestre, donc un jeu, c'est beaucoup de personnes différentes dessus à plusieurs niveaux. Ça va être des auteurs, comme on a pu le voir, illustrateurs, graphistes, des sculpteurs pour toute la partie 3D, chargés de fabrication, les usines, tout ça. Et moi, je vais en fait gérer toutes les relations entre toutes ces personnes-là, faire en sorte que le développeur, donc qui est Seb, l'un des auteurs là, ait les bonnes infos, qui soit en contact avec les usines au bon moment, voilà. Donc gérer aussi les plannings, puisque le jeu, il faut qu'il sorte à une certaine date, que on aimerait nous le sortir pour une date précise, qui correspond à un salon, il faut que tout soit prêt avant, etc. Donc tout ce rétro-planning. Et voilà, il y a une personne qui gère un peu tout ça, qui regarde tous les plannings. Et donc ça, c'est moi. Voilà, c'est mon travail. Le choix déjà Tower Up, non, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. C'est Marc qui est venu. C'est vraiment un jeu coup de cœur pour lui. Clairement, il voulait faire le jeu. Il fallait le faire. On l'a essayé. On a tous beaucoup aimé. Je vois des choses un petit peu plus globales, puisque chez Monolith, je m'occupe aussi de la com et du coup de tout ce qui va être distribution. Le jeu, de toute façon, entre guillemets, il existe en dehors des problématiques de communication. Il existait déjà en dehors des problématiques de communication. Et quelle que soit la qualité de notre communication, les qualités du jeu, elles sont ce qu'elles sont. Et c'est pas les qualités du jeu qui influent sur la com, c'est pas notre com qui vont influencer la qualité du jeu. C'est-à-dire que, non, pour moi, c'est deux choses différentes. Il se trouve que c'est avec ce jeu-là que l'on se pose la question de comment communiquer. Mais je pense que par contre, là, pour le coup, c'est pas lié au jeu lui-même. À aucun moment on s'est posé la question, même dans le développement du jeu, la question de sa communication ensuite. Ni dans la mécanique, ni dans le thème, ni dans rien du tout. Mais du coup, je suis curieux parce qu'effectivement, dans les discussions, tu sens que le secteur a changé. Autant Marc, l'ergonomie du jeu l'intéresse. Oui, il aime autant que ça marche, mais ça l'intéresse moyen. Autant moi, le côté économique du jeu m'intéresse moyen.
À part quand ça marche, c'est bien que ça marche, mais toute cette façon d'organiser le business, bah, c'est quand même plus clairement son taf et puis son talent. Et puis ben, moi, c'est pas quelque chose où on a été particulièrement bon, donc je trouve intéressant, de voir comment ça se fait de l'intérieur, et deux, de voir que maintenant, bah, il y a tout qui bouge. On parle d'IA tout le temps, d'accord, mais enfin, il y a Amazon qui fait des trucs, il y a la vente en ligne, bon, c'est la même chose, tu me diras. Il y a les boutiques qui se plaignent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus de jeux, il y a de plus en plus de tout. J'ai l'impression qu'on débarque dans le secteur, en fait, et puis qu'il y a presque tout à apprendre, comme il y a 15-20 ans quand on est arrivé. Puis c'était assez clair, c'était la boutique à papa, et puis tout là. Puis maintenant, c'est complètement défracté. Et puis je trouve qu'il faut un certain talent ou une vision un peu synthétique pour essayer de voir des tendances, d'imaginer ce qui peut arriver et puis d'y aller. Et puis ben, je trouve intéressant d'observer ça et je suis curieux en fait de voir si ce jeu est là où est au bon endroit, s'il va par hasard, parce que je ne sais pas exactement tout ce qu'ils vont décider, il va prendre des canaux improbables et ça va donner quelque chose ou pas. Parce que je trouve que là, ça a bien changé en fait. Là, toi, t'es parti un bon moment. Et puis tu es un peu on-off, enfin off-on. Moi je suis resté dedans, mais peut-être un peu en retrait. N'empêche que ça bouge, quoi, ça galope, quoi. Donc là, il y a de plus en plus d'éditeurs, tu ne sais pas qui c'est. Les auteurs, tu sais pas qui c'est, à part si tu t'intéresses vraiment à... Ah ouais. Et puis donc tu as l'impression que tu recommences presque à zéro en fait. C'est un peu... qu'est-ce qui se passe? Alors le retail déjà c'est venu parce que sous l'impulsion de Marc Nunez qui dirige Monolith désormais. Moi j'en ai marre d'être gérant de Monolith, je suis vraiment pas fait pour la gérance et donc je suis très... Enfin ça fait... Monolith a 10 ans, aujourd'hui je pense qu'on est une boîte qui doit pouvoir faire beaucoup mieux sous mon impulsion. Enfin moi je considère avoir donné l'impulsion à Monolith, mais moi, niveau gérance, je pense que j'arrive, comme on dit, à mon plafond de verre, quoi. Et les enjeux de Monolith deviennent trop gros pour moi. Marc étant désormais libre, je lui ai demandé de prendre les rênes de Monolith parce que moi, la gérance, je déteste. C'est un truc. Je suis pas du tout quelqu'un de. Tu me connais un peu. Je suis pas du tout quelqu'un d'organisé. C'est le bordel que tu peux voir dans ma voiture, dans tout ce que. C'est dans ma vie. C'est un peu le même dans la boîte. En fait, on a de la chance finalement d'avoir eu des succès parce que sinon, je pense qu'on aurait vraiment des problèmes. Et donc, je pense que Marc a un profil très très différent, on va dire complémentaire du mien. C'est l'homme de la situation, beaucoup plus que moi. Monolith, c'est pas un nouvel éditeur, mais là-dessus, c'est vraiment, on part de zéro avec une base qu'on va pouvoir en partie exploiter, c'est-à-dire qu'effectivement, les joueurs de Kickstarter, etc., dedans, il y en a qui vont jouer aussi à des jeux très familiaux, donc Tower Up, et qu'on va pouvoir alpaguer en leur disant « Regardez », donc là en utilisant les canaux qu'on utilise déjà pour Kickstarter, Monolith a décidé de faire également du retail, peut-être que ça peut vous intéresser. Le changement global dans la structure du marché, on l'observe tous les deux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de le voir. Les choses changent énormément, que ce soit au niveau de la distribution, au niveau des ventes, au niveau de la polarisation des ventes, par exemple. C'est marrant parce qu'on est dans un secteur qui est un peu, quand même on peut le dire, un peu en crise. Le marché du jeu, là, depuis un an et demi, est rentré en crise et en même temps on a des jeux qui atteignent des records vraiment très très importants. On a de nouveaux courants comme là cette année, je sais pas je pense pas que ce soit simplement une mode, mais les TCG, finalement le secteur va être soutenu par les TCG. Là on a vraiment des très très grosses ventes sur les TCG, mais il y a beaucoup on constate beaucoup de changements. On constate par exemple, là ça fait longtemps, ça fait 15 ans qu'on se plaint des nouveautés, mais c'est vrai que là le nombre de nouveautés est devenu tellement important que tu as l'impression qu'un jeu qui a 1 mois, 2 mois, c'est un vieux jeu déjà. C'est vraiment... c'est un discours classique, mais une nouveauté chasse l'autre, sauf que ça a des impacts. Notamment, ça a un impact sur la communication. C'est-à-dire que quand tu fais un jeu dans l'année, tu peux focus 100% de ton budget com, on va dire, de ta force de com sur ton jeu. Quand tu fais 15, 20, 30 jeux dans l'année, évidemment, c'est très très compliqué. Tu ne peux pas mécaniquement. En moyenne, tu auras un 30e sur chaque jeu. Et là, pour rebondir sur la com, oui, c'est vrai que tu vois, là, on tente des trucs parce que je ne sais pas exactement. C'est très très flou. Nous, avant, Monolith, on était très très présents sur Facebook. Sauf qu'aujourd'hui,
force est de constater qu'il y a un certain déclin de Facebook. C'est aussi un truc sociétal. Aujourd'hui, la société, c'est bizarre quand même. On ne va pas faire les vieux cons, mais c'est plus comme avant. J'arrive pas à croire que j'ai autant de décalage avec les jeunes que pouvaient avoir mes grands-parents avec moi en me disant mais eux ils n'avaient pas trop compris, puis maintenant que je suis adulte j'ai bien compris, puis je vois les jeunes puis ils sont sûrs que j'ai rien compris, puis je me dis comment, alors que évidemment j'ai pas l'impression d'être vieux, hein, et puis je suis pas si vieux, mais enfin voilà, moins jeune qu'avant, et puis bah, la société shift, et puis du coup le business shift, tout est en train de bouger, c'est lié à Internet, c'est lié il y a des nouvelles professions, influenceurs, il y a des gens qui... Enfin, avant, ben, il y avait Trick Track un peu, qui faisait des trucs, il y avait BGG qui est toujours là, mais là, il y a de plus en plus de chaînes, de canaux, de trucs. C'est super bizarre, donc c'est un peu... je sais pas, je suis plus curieux qu'excité. Je trouve qu'il y a beaucoup de bruit, donc ça ne m'excite pas, je suis pas là, ouais, c'est trop bien tout ce qui se passe. Mais je suis là, mais ah ouais, voyons ce qui va se passer. Je ne sais pas où sont les joueurs qui ne sont plus sur Facebook, parce que techniquement, je pense qu'ils sont trop âgés pour être sur des plateformes comme TikTok, qui, bon, bah, voilà, pour moi, là, comme ça, n'ont pas grand intérêt. Donc je ne sais pas où ils sont. On évoquait la possibilité de Discord, peut-être qu'ils... Enfin, je ne sais pas, peut-être que même l'ère des réseaux sociaux purement est en train de passer, ou alors en train de se transformer vers autre chose, parce que bah, quand on en parlait, Discord, finalement c'est plus un forum qu'un réseau social. Enfin, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à un forum qu'un réseau social. En fait, je vois pas trop la distinction entre Discord et un forum classique, si ce n'est peut-être le principe d'invitation, enfin le côté, la barrière à l'entrée, quoi. Ou alors le fait de devoir vraiment chercher, enfin je ne sais pas exactement, mais en tout cas, force est de constater que sur Facebook, ça baisse. Et que là, il y a la double, on va dire, la double problématique de réussir à communiquer aujourd'hui dans un monde du jeu qui entre en crise, avec un média, Facebook, qui est en déclin, visiblement. Donc, je ne sais pas, sachant que nous, on vend des jeux, donc on a quand même besoin de... Par exemple, de pouvoir... on ne peut pas se contenter de montrer des jolies images. Voilà, même je ne suis pas sûr que Instagram, ce soit la meilleure plateforme possible pour communiquer. Et en fait, je ne suis même pas sûr aujourd'hui que les réseaux sociaux soient les meilleures plateformes en fait, de communication, soit la meilleure méthode de communication, c'est peut-être pas... Mais je ne sais pas du tout, hein, mais c'est peut-être pas les réseaux sociaux. Parce que... je sais pas, peut-être qu'il y a un déclin globalement du réseau social pour le type de produit qu'on fait, c'est-à-dire, c'est quand même les jeux sont quand même assez, ça s'adresse à un public, même si le public est large, c'est quand même, ça reste pour moi un produit culturel, ça demande un certain investissement, notamment un investissement intellectuel pour entrer dedans. C'est pour ça, sans vouloir dénigrer TikTok, hein, c'est pour ça que je pense que TikTok, c'est pas la bonne approche, parce que ça ne s'adresse pas à la bonne cible. Il y a plein de composantes comme ça, et c'est vrai que nous, Facebook correspondait plus à notre public, même en termes de catégorie d'âge. Mais moi, je vois bien, je sens bien le déclin de Facebook dans les chiffres. On a nos chiffres quand on communique. Donc on cherche une autre façon de communiquer dans un monde qui est clairement, on le voit changer devant nous. Enfin, vraiment, on le voit très très fortement changer. Et encore une fois, hein, on le voit changer sur Kickstarter, mais on le voit changer très très fortement en retail aussi. C'est presque fou que ça... Enfin, ouais, après, on a toujours... Ça paraît improbable qu'avec autant d'expérience, il faille autant se remettre en question. Tu as l'impression qu'à l'époque, peut-être parce que tout était plus lent, mais quand tu étais maître forgeron, c'est bon, tu es maître forgeron, les gars ils venaient voir comment tu faisais, et puis là maintenant, tu es maître forgeron, mais il y a un gars qui dit mais c'est complètement has-been, regarde, on fait comme ça. Puis tu fais ah bon. Puis vous deux, tu dis ouais, je suis maître forgeron, mais est-ce qu'il faut vraiment être maître forgeron aujourd'hui? Puis c'est assez space quoi. Et puis ça c'est assez fun en fait. Ouais. On a aussi fait le choix d'avoir du dépôt-vente pour avoir une de meilleure marge, pour que cette marge, on puisse nous la mettre dans une communication dont on ne connaît pas encore la forme, mais on sait qu'on va avoir besoin de cette marge supplémentaire pour, entre guillemets, réaliser une communication qui permette au jeu d'exister dans les têtes avant même qu'il existe sur les étagères. Parce que c'est vraiment la problématique aujourd'hui, j'en reviens à cette...
la pléthore de jeux qu'il y a, c'est de réussir à sortir du lot. C'est-à-dire que quelles que soient les qualités intrinsèques du jeu, si tu n'existes pas dans les têtes, tu n'existes pas tout simplement. Et donc ça, il faut qu'on trouve, nous, une façon de faire connaître le jeu. Et on voit bien qu'on ne peut pas continuer simplement à utiliser les canaux classiques parce que ça arrive en bout de souffle. Hein. Clairement, là, on arrive, je trouve, j'ai l'impression qu'on arrive au bout d'un système. Le monde du jeu change, tu l'as dit toi-même, voilà, le public change, le marché change. Donc oui, on n'est jamais sûr de ce qu'on fait, c'est toujours un pari. Et effectivement, je pense que c'est hyper important de savoir se remettre en question. La première couverture de Tower Up, on l'a présentée en salon et elle n'a pas plu. Et effectivement, à ce moment-là, on s'est dit, on a deux choix. Soit on se dit, ok, on est complètement sûr de nous et en fait on y va et tant pis. Soit on écoute les gens et on se dit, on fait quand même aussi un jeu pour qu'il soit joué, pour qu'il plaise, pour que les gens soient contents. Et la couverture, c'est le premier aperçu. Et c'est un peu ça passe ou ça casse. Et donc là, on s'est dit, non, en fait, on va écouter les gens et on va pas se renier, on va faire quelque chose qui nous plaît quand même. Mais voilà, si jamais il y a une direction, on en est content et que tout le monde nous dit oh là là, faites demi-tour, c'est peut-être quand même qu'il y a une autre route qui est un peu mieux, quoi. Là, on fait un jeu, oui, mais c'est aussi, on participe aussi au fait que le nombre de jeux croît. On n'était pas dans le retail, on rentre dans le retail, donc on participe aussi à augmenter la masse de produits dans le retail. Et donc si on utilise les mêmes canaux que tout le monde, et si on continue, nous, à utiliser les mêmes canaux, mais aussi bien pour le retail que sur Kickstarter, pour communiquer, on a toujours ce problème de dilution. On est dilué parmi les autres éditeurs, parmi les autres produits, etc. etc. Donc il faut que, là on a besoin de réinventer, je ne sais pas si on peut dire le réinventer, mais on a besoin de trouver la bonne façon de communiquer auprès des bonnes personnes. Et ça, on sait que ça va être, ça risque d'être un peu coûteux. Donc on a besoin de dégager un peu de marge là-dessus. Donc c'est la question de... Voilà, la question par exemple de l'achat ferme ou au contraire du dépôt-vente, donc qui est plus risqué pour nous, mais qui permet de dégager de la marge, elle s'est posée sous qu'est-ce qu'on peut faire avec cette marge. Et donc là, il y a beaucoup de questionnements autour de qu'est-ce qu'on peut faire avec cette marge pour exister. Parce que c'est la principale question, exister, moi c'est un truc qui m'obsède, hein. Je te dis, là il y a eu le petit truc sur Bounty Hunter, c'était comment faire exister un jeu. Et ça j'ai toujours pas la réponse. Mais par contre la question est nouante, parce que c'est vraiment très très dur. Non, alors, pas inquiet hein, mais curieux quand même. Inquiet, oui, forcément un peu inquiet. Moi, je suis toujours inquiet de toute façon. Mais bien sûr que, si, c'est excitant parce que ça remet, ça met un peu le truc en danger. Je vais prendre un exemple tout con. Là, je vois désormais, tu as des choses qui n'existaient pas. Par exemple, tu as des implantations records aujourd'hui, chez Asmodée notamment, mais tu as aussi des implantations records en termes de, tu as des implantations à 500, 600 exemplaires, des choses que qui n'était même pas imaginable il y a encore quelques années. Hein. C'est vraiment, je ne sais pas si c'est lié au Covid, mais il y a eu un avant et un après Covid, clairement. Tu le vois toi-même, sur les 5 dernières années, ça a changé par rapport à il y a 5 ans. C'est vraiment, et tu peux interroger tous les acteurs du milieu, clairement, si tu regardes, tu fais une photo de ce qui était le milieu et comment il était structuré il y a 5 ans et comment il est structuré aujourd'hui, c'est absolument pas la même chose. C'est vraiment... Là, en revenant 5 ans après, tu peux être perdu. Vraiment, il faut retrouver ses marques, quoi. C'est compliqué. Et surtout, il faut, je pense qu'il va falloir, d'une certaine façon, réinventer une façon de faire exister nos jeux dans un monde qui est où le jeu est vraiment devenu un produit tellement, il y a une sorte de productivisme du jeu, quoi. On sort des jeux, sauf qu'un jeu qui sort et qui est périmé un mois plus tard, de toute façon, il n'a aucune chance, il fera vivre personne, il fera pas vivre son éditeur, il fera pas vivre son auteur, il fera pas vivre son distributeur. Il n'a pas grand intérêt en fait en soi, quel que soit, et ça je te dis ça indépendamment des qualités du jeu. Donc là, la question qui va se poser, c'est réussir à exister. Voilà, je ne sais pas comment...
Enfin voilà, je sais pas. Même le secteur, on va dire, de l'influence, il est totalement atomisé. Vraiment atomisé. En fait, tout est atomisé. Voilà, les éditeurs sont atomisés, les auteurs, il y en a plein. Les auteurs sont atomisés, il y en a plein, il n'y a jamais eu autant d'auteurs. Les influenceurs aussi sont atomisés, il y a énormément d'influenceurs. Donc, dans un monde qui est vraiment complètement dilué, mais vraiment dilué dans tous ces aspects, parce qu'il y a plein d'usines qui font des jeux aussi, même dans la fabrication, il y a plein de... Il faut réussir à exister Enfin, tu ne peux pas te contenter des miettes qu'implique la dilution, parce que la dilution, ça implique aussi que le gâteau, il a grossi beaucoup moins vite que les acteurs qui mangent dessus. Voilà. Non mais c'est extrêmement clair. C'était beaucoup plus facile il y a 10 ans, par exemple, parce qu'une fois que tu avais réussi, c'était plus dur de rentrer, mais c'est vrai qu'une fois que tu étais rentré, c'était beaucoup plus facile, les parts étaient plus grosses, quoi. Là, aujourd'hui, c'est vraiment... c'est un combat d'exister, toujours. Et donc, et encore une fois, même si ça peut paraître paradoxal, mais c'est relativement indépendant des qualités intrinsèques du produit, encore une fois. Donc voilà, et donc on est là. Eh bien, je suis parti au bon moment, hein. Je sais pas si t'es parti au bon moment, parce que comme tu dis, oui, mais comme ça a changé, c'est intéressant aussi. Enfin, tu vois, c'est intéressant que c'est changé, parce que c'est intéressant c'est intéressant. Voilà, ce sera gratifiant si on réussit à trouver la formule qui correspond à l'époque. Par contre, évidemment, ce sera très frustrant si on n'y arrive pas. Parce que c'est quand même, encore une fois, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, pas mal de stress. Beaucoup de moyens, de temps, d'argent, disons le mot. Et que voilà, il y a certains choix, notamment, je te dis, ce choix de distribution qui sont là pour dégager des moyens. Si les moyens sont utilisés à perte ou n'ont aucun effet, c'est frustrant, ça générera forcément de la frustration. Donc, mais par contre, oui, ça sort clairement de la routine, de la routine des formules d'avant. Voilà, la routine des formules d'avant où tu savais qu'il fallait faire ça, tu avais ton jeu, tu faisais ça, tu faisais appel à telle personne pour parler de ton jeu. Et puis à la fin, ton jeu, tu allais faire une implante de, je sais pas moi, 5, 6, 7 000. Et puis derrière, il serait encore là dans 1 an, dans 2 ans. Et si tu avais de la chance, alors il serait encore là dans 5, 10 ans. Et voilà, ça devenait un classique. Là, c'est quand même extrêmement compliqué. Mais parce que c'est atomisé. Et du coup... l'atomisation fait que de toute façon, je pense que le public, les joueurs, quelque part, eux aussi, sont un peu noyés dans la profusion. Enfin, je pense que tout le monde est un peu... je dis pas que parce que ça a des avantages aussi, sans doute, en termes de choix, mais je pense que tout le monde est plus ou moins déstabilisé. Voilà. En tout cas, moi, je suis assez déstabilisé par la profusion, je suis assez déstabilisé par la durée de vie des jeux, la durée de vie des jeux, pas en eux-mêmes, encore une fois, mais sur les étagères. Assez déstabilisé de voir comment un truc qui a existé très fort à un moment A, à un moment B qui est peut-être 1 mois plus tard, le truc est déjà... c'est un ancêtre 1 mois plus tard, quoi, vraiment, c'est incroyable. Là, on parle de 1000 sorties par mois ou de 1500 sorties par mois, oui, tu les sens bien. De toute façon, c'est pas dur, il suffit quand tu es une boutique, les boutiques qui nous regardent, elles doivent très facilement voir toutes les semaines les sorties distributeurs, et elles doivent halluciner, tout simplement halluciner. C'est-à-dire que même pour les boutiques aujourd'hui, tu es obligé d'avoir un processus de sélection. Tu ne peux pas dire j'ai tout, ça n'existe plus, c'est impossible. Je crois que le terme nouveau départ, c'est effectivement un bon terme. Je les sens prêts à relever un nouveau défi. Alors chaque fois qu'on a un jeu, on y croit un peu. Un peu Mais un peu. C'est Non, quoi, mais on a envie d'y croire, on a peur. Personnellement, j'ai peur de trop y croire pour pas biaiser le destin. Mais quand Marc s'intéresse, quand à Cannes, Marc me dit t'as le proto, il le fait jouer à Sophie Gravel, je vais récupérer le proto, elle dit c'est vraiment bien. Il y a un ou 2 indices qui font plaisir. Donc maintenant, est-ce que ça passera pas, je sais pas, mais on a voilà. Quand tu dis on croit un peu à un jeu, c'est quoi croire un peu à un jeu? C'est qu'il touche son public, c'est qu'il se vende, c'est que les gens comprennent ce que vous avez voulu faire? C'est un peu un mélange de tout ça, quoi. C'est que il faut qu'il rencontre son public, clairement. Il faut que les ventes suivent, parce qu'en général, sans vente, il n'y a pas de public. Il faut qu'on a l'impression que les gens qui y jouent voient ce qui se cache un peu, lui donnent le temps nécessaire pour le creuser un petit peu.
voilà, c'est juste dans le monde actuel où ça va très très vite, c'est juste avoir le temps de lui donner sa chance, quoi. Et là, vraiment, avec Monolith, je pense qu'avec l'effort et l'énergie qu'ils y mettent, on aura cette chance maintenant. Comment ils essayent d'impressionner les influenceurs chez Monolith. La croisière, première classe en Suisse, je vais te dire. Achetez leur jeu, hein. On a Faut leur rembourser. Faut acheter le jeu, les gars, hein, parce que là, ça leur coûte un pognon monstre de m'avoir ici, hein. on est en déficit là, faut y aller.